Donc, bienvenue à tous pour ce webinaire de présentation du rendu de l'étude de Pépite Volcott-Cott, donc qui porte sur le calcul des coûts de production en volaille de chair en circuit court. Donc, voilà, c'est une étude qui a débuté début 2020 et donc qui associe donc pour la réalisation donc les chambres d'agriculture de la Drôme, du Rhône, de l'Ain et de l'Isère, ainsi que l'Italie. Et donc on est sur un financement régional, financement pépite. Je me présente, je m'appelle François Gaudin, donc je suis conseiller volaille à la Chambre d'agriculture de la Drôme et j'interviens aussi en Isère. Et donc j'ai été coordinateur de ce projet. Je vais laisser les autres personnes qui ont participé à ce projet se présenter. Camille, tu es en haut à gauche de mon écran. Oui. Bonjour, donc moi c'est Camille Lalorette, je suis donc membre du service économie de l'ITAVI et je suis arrivée donc en deuxième partie de projet depuis fin 2020, donc plus sur la partie analyse des données qui ont été collectées. Ensuite, dans l'ordre de l'écran, j'ai Marie-Pierre. Marie-Pierre, est-ce que tu as ton micro qui fonctionne? Voilà, on va faire avec Hélène. Attends que si Marie-Pierre n'arrive pas à trouver. Hélène, je te laisse te présenter. Oui, bonjour à tous. Donc Hélène Hure, je suis conseillère avicole à la Chambre d'agriculture de l'Ain. Et donc, je m'occupe de l'ensemble des filières volailles sur le développement et également en tant que référente technique régionale en volaille bio pour la région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, j'ai participé à l'étude depuis le début pour le programme et la collecte de données et aussi l'analyse, du début jusqu'à maintenant. Merci Hélène. Marie-Pierre, du coup. Oui, bonjour, désolée. Pas de souci. Donc, Marie-Pierre Coyer, moi, je suis conseillère circuit court à Champs-du-Rhône. Donc, on n'a pas de conseiller volaille, mais du coup, je suis pas mal en contact avec les éleveurs de volaille. Et du coup, voilà. Donc, j'ai fait 2 enquêtes dans le cadre du projet. Et on a peut-être 80, à peu près 80 éleveurs sur le département. Ok. Je vais laisser donc tous les participants se présenter voilà, rapidement en quelques minutes pour savoir un peu qui sont les participants à ce webinaire. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous donner la parole dans l'ordre par lequel vous apparaissez sur mon écran. Donc, Yves Potnay. Oui, bonjour. Bonjour à tout le monde rapidement. Donc, Yves Potnay, chargé de mission dans l'équipe R&D à la Chambre régionale d'agriculture et en charge du suivi des projets pépites pour le compte de la région pour un certain nombre de filières, dont la filière volaille, d'où ma présence cet après-midi. Aude, si tu es là, si tu n'es pas caché derrière Fourvière. Ok, on reviendra à Aude tout à l'heure. Monique Tournardre. Diversification et conversion à l'agriculture biologique à la Chambre d'agriculture du Puy-de-Dôme. Donc j'ai participé à une enquête. Et en volailler, on en est peut-être pas loin d'une centaine aussi. C'est une production montante. Nathalie Sauve. Oui, bonjour. Donc moi, je suis conseillère diversification et circuit court dans la Chambre de la Drôme. Donc voilà, on a tendance à dire avec François que lui, il s'occupe plutôt de la partie quand elles sont vivantes et moi, c'est plutôt la phase suivante. Voilà, j'ai juste intéressée par vos résultats. Merci. Gilles. Bonjour, Gilles Testanière, conseiller de transformation fermière à la Chambre de l'Isère. Moi, c'est pareil que Nathalie, je travaille en binôme avec François. À partir du moment où on la sort de la caisse, la volaille, et on la présente à un couteau. Voilà.
Et je suis intéressé voilà, pour avoir une idée des coûts de production et pouvoir orienter les porteurs de projets quand ils viennent me voir là, pour des projets d'abattoir ou de transformation. Hop, merci Gilles. Nicolas Condevaux, si je ne dis pas de bêtises. Ah non, je ne dis pas de bêtises. Nicolas Condevaux, Maison François Cholat. Donc le père François, fabricant d'aliments. Je suis responsable technique volaille. Et puis, comme on a été invité, je trouve que c'est toujours intéressant d'échanger sur ce genre de dossier. Merci. Merci. Christelle? Bonjour tout le monde, donc Christelle Naillet de la Chambre d'agriculture de la Drôme. Je suis conseillère élevage bio, tout élevage confondu, dont les volailles, et je suis aussi référente petit élevage bio au niveau national. Merci. Yannick Reboul. Yannick Reboul, Aliment Marion. Je suis pas mal de petits éleveurs bio sur les monts du Lyonnais et région Rhône-Alpes. Voilà. D'accord, merci. Alexandra Siguste. Donc Alexandra Siguste, moi je suis chargée de mission filière avicole en Pays de la Loire et plutôt sur les filières circuits courts et bio. Merci. Yannick Aléné. Yannick Aléné, moi je travaille dans le groupe Oxiane à travers les usines d'aliments DNA et Biocéal pour ce qui concerne les producteurs fermiers. D'accord, donc fabricant d'aliments. Fabricant d'aliments, voilà. Et Félicie Orlagnier. Bonjour, donc moi je travaille à la Chambre d'agriculture de Bretagne et donc je suis dans l'équipe volaille et je travaille plus particulièrement sur tous les systèmes alternatifs dont font partie les circuits courts. Et donc je participe, merci François pour l'invitation, et je suis très intéressée pour voir un peu la méthode et les résultats. Eh bien, on va y aller. On va rentrer donc tout de suite dans le vif du sujet. Normalement, vous voyez tous mon écran. Voilà, si ce n'est pas le cas, c'est qu'il y a un bug. Vous rappelez donc très brièvement, les objectifs, les grands objectifs. On l'a pas l'écran. Vous ne l'avez pas. OK. En partager. Autant pour moi. Là, normalement, vous devez l'avoir. C'est bon. C'est bon. OK. Hop, c'est mieux comme ça. Alors, donc, un rappel des objectifs. Le principal objectif de cette étude, c'était de pouvoir avoir un outil qui permet de faire du calcul de coûts de production en filière volaille de chair en circuit court. D'avoir un outil qui soit adapté et simple d'utilisation, donc à destination aussi bien des éleveurs que des conseillers, et avec pour mission donc, de le tester pour faire en sorte qu'il soit adapté un peu à la diversité des systèmes. Comme vous allez le voir dans la suite de l'étude, sur la volaille de chair en circuit court, on a une diversité de systèmes qui est assez impressionnante. Et donc, l'objectif, c'était vraiment que cet outil soit adapté à tous ces types de systèmes, donc avec des volailles qui commencent en démarré ou en poussin, de l'alimentation fabriquée ou non, de l'abattage à la ferme ou non, etc. etc. Donc, c'était ça un peu les enjeux. Et donc, dans le déroulé, on a commencé par une synthèse plus bibliographique pour faire un peu l'état des connaissances qu'il y avait déjà. Et ensuite, donc, on a fait un sondage en ligne au niveau régional pour essayer de justement toucher d'un peu plus près quelle était cette diversité des systèmes. Et donc, dans le sondage en ligne, on a eu des réponses pour une quarantaine à peu près d'exploitations, donc réparties sur au moins 5 départements, avec des éleveurs donc, qui, sans surprise, font tous du poulet, et à peu près 60% d'entre eux, en plus du poulet, font de la pintade, et on en a quasiment 1 sur 2 ensuite qui fait du festif. On a aussi 1 sur 2 qui a un petit atelier de pondeuse, enfin un atelier de pondeuse à côté. Mais voilà, on a vraiment ce poulet pintade qui se détache avec chapon et dinde. Et après, sur tout ce qui est production de palmipèdes, c'est plus rare.
En termes de système, alors dans les systèmes, donc on a vu que dans 60% des cas, poulet et pintade sont élevés ensemble. Donc voilà, ça c'est plus une donnée technique, mais ça fait que pour distinguer dans la suite des opérations poulet et pintade, ce n'est pas forcément ultra évident. Et en termes de taille, on a eu vraiment un peu de tout en termes de réponses. Donc, pas mal d'éleveurs à moins de 50 volailles par semaine, mais aussi des éleveurs qui montaient à plus de 100 volailles, à plus de 100 volailles par semaine. Donc, quelque chose d'assez bien détaillé. Ensuite, les personnes interrogées. Donc, on en avait un peu plus de la moitié qui commençaient avec du poussin de 1 jour, donc qui s'occupaient du démarrage, et à peu près 40% qui qui étaient en poulet démarré, donc qui l'achetaient à 3-4 semaines, comme on va pouvoir le voir par la suite. Donc, c'est ce qu'on voit sur le diaporama d'à côté. Donc, sur la plupart des personnes qui achètent en démarré, on est sur du 4-5 semaines en général. On en a quelques-uns qui sont sur des animaux plus vieux, mais ça ne reste pas la majorité des gens qui achètent sur de la volaille démarrée. Et sur la partie alimentation, toujours parmi les personnes interrogées, donc ça varie un peu selon si on était en démarré ou pas. En démarré, on a à peu près 50-50 entre ceux qui font de la fabrication d'aliments à la ferme, donc c'est l'acronyme de FAF, et ceux qui achètent leur aliment. Et on a distingué 3 catégories pour ceux qui font leur poussin. On a une petite proportion, un peu plus de 10% des personnes en poussin qui fabriquent leur aliment, mais qui fabriquent aussi le démarrage. Voilà, sachant que c'est une particularité technique, parce que faire un aliment en démarrage, c'est plus délicat que faire un aliment en croissance ou un aliment en finition. En ce qui concerne les lieux d'abattage, on est à 60% sur de l'abattage en tuerie, donc 60% en tuerie à la ferme, et on va dire que pour le reste, on a un petit quart qui fait de la prestation à l'extérieur, et après on a d'autres différents systèmes, on va dire, entre l'abattoir CE à la ferme ou l'abattoir collectif voilà, hors de la ferme. Hop. Là où on a peut-être eu le plus de variations, c'était sur l'âge des premiers abattages. Donc, que ce soit sur bio ou si on met en standard, si on met en label rouge, on va dire que la limite minimum, c'est 81 jours. Donc, on a quelques éleveurs qui abattent dans cette tranche d'âge, mais après, c'est assez bien réparti sur le premier âge d'abattage, avec certains qui commencent à abattre vraiment très tard à plus de 110 ou 120 jours. Donc, où là aussi, c'est une stratégie d'abattage, mais ça veut dire que derrière, on a forcément des animaux qui logiquement devraient être plus lourds et avec une consommation d'aliments plus importante, mais on n'a pas de cas type qui se dégage. Ensuite, pour un même lot, en combien de fois il est abattu? La norme, on va dire, c'est l'abattage en 4 fois. Donc, un même lot va être abattu en 4 fois. Et aussi, on a à peu près un quart des personnes interrogées qui font plus de 7 abattages. Et donc là, l'hypothèse, c'est qu'on est sur 2 abattages par semaine. Donc forcément, ça multiplie tout par 2. Et en général, on est sur de l'abattage en 4 semaines. Donc, le schéma 4 abattages en 4 semaines, un lot par mois est le plus répandu d'après ce sondage. Pour ce qui concerne les stratégies de découpe et transformation, on a plus de la moitié des personnes qui font de la découpe à la ferme, mais surtout le principal enseignement, on va dire, c'est qu'on n'a que 30% des personnes qui ne font pas de découpe. Donc sur les bâtons de gauche, absence de découpe dans 28% des cas.
alors qu'en transformation, on monte à 42% des cas. Et donc, on va voir que c'est un des enjeux, la question de la découpe et de la transformation, notamment sur des questions de valorisation. Et aussi pour vous resituer, donc on a fait déjà fait une restitution de ce type aux éleveurs qui ont participé. Et c'est vrai que la question de la valorisation via la découpe et la transformation, ça fait partie des questions récurrentes. Et aussi à voir que le dernier enseignement, c'est que par rapport à ce qui se fait à l'extérieur, on a quand même pas mal de transformations qui se fait à l'extérieur, alors que la découpe à l'extérieur, c'est quand même plus rare. La dernière chose qu'on avait demandé dans le sondage, c'était de savoir, de poser la question aux éleveurs, est-ce que vous connaissez les principaux indicateurs techniques sur la partie élevage? Donc par exemple, est-ce que vous connaissez le nombre de volailles abattues, le poids des volailles, le nombre de morts ou les consommations d'aliments, qui sont vraiment les grandes lignes des indicateurs techniques pour avoir un peu une idée de comment le lot est géré techniquement. Alors, on voit que le nombre de volailles abattues est généralement connu de manière assez précise. Mais ensuite, le poids des volailles, lui, est connu dans quasiment 40% des cas, il n'est pas connu de manière précise. C'est-à-dire qu'on a une idée qui peut être plus ou moins vague, mais on n'a pas un poids moyen forcément par abattage. Aussi, dans plus de 50% des cas, on a une connaissance qui n'est qu'approximative de la mortalité. Donc, on sait à la louche qu'il y a 1 ou 2% ou 3% de mortalité, mais on n'a pas la donnée précise recensée. Et le pire, c'est sur la consommation d'aliments. En fait, la consommation d'aliments apparaît comme étant la donnée la moins connue et qui se conçoit assez facilement parce qu'on est souvent sur des systèmes avec de la distribution manuelle où il n'y a pas forcément moyen de peser l'aliment qui est mis. Et ça fait que il nous manque quand même cette donnée technique assez cruciale dans beaucoup de cas pour avoir un ordre d'idée des consommations d'aliments. Ensuite, l'autre question, c'était, voilà, on a ce retour terrain qui était un peu la base de l'étude, de dire que calculer un coût de production, ce n'est pas forcément simple. Et la question, c'était quels sont les principaux freins à ce calcul de coût de production. Et ce qu'on a pu voir, c'est que le principal frein, c'était donc la répartition des charges entre les différents ateliers. Par exemple, j'ai un atelier grande culture, un atelier bovin, un atelier de volaille. On va savoir comment est-ce que j'affecte les charges à tel ou tel atelier. Ensuite, on a le temps que ça prend. Donc, pour 50% des personnes, le temps que l'on met à calculer un coût de production est un problème. Et ensuite, des problèmes plus méthodologiques. Donc, globalement, c'est quelque chose de compliqué. Globalement, savoir par quel bout on le prend, c'est compliqué aussi. La connaissance en comptabilité arrive finalement en dernière position. Donc, ça répondait finalement relativement bien. C'est de là aussi que sont venues un peu les différentes ambitions de l'outil. Donc, d'avoir un outil qui puisse ne pas prendre trop de temps et être facilement actualisable et qui ne soit pas non plus trop compliqué. Est-ce que par rapport à ces aspects-là, vous avez des questions? N'hésitez pas soit à prendre la parole, soit à manifester dans le chat. Non, c'est bon. Excuse-moi, j'ai juste une petite question sur la dernière diapo là. Oui. C'était des questions qui étaient ouvertes ou est-ce que c'était des... Non, là c'était les questions c'était posé comme ça. C'est-à-dire est-ce que c'est un frein? Oui, tout à fait. Oui, plutôt. Non, pas vraiment. Et non, pas du tout. D'accord, Voilà, vous aviez identifié en amont les différents freins possibles, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Et après, il y avait possibilité de s'exprimer librement sur la question, mais voilà, qui généralement n'a pas été remplie.
D'accord, ok, merci. Alors, on va rentrer. Donc là, ensuite, on va faire une présentation donc, rapide de l'outil. Et après, dans un dernier temps, du coup, Camille de l'Italie vous présentera plus la partie résultat un peu chiffrée qu'on a pu avoir. Alors, la présentation de l'outil. Donc, on s'est basé un peu sur l'existant qu'on avait en stock. Et après, on n'a pas fait moins de 10 versions différentes de l'outil. Donc, il se présente sous la forme d'un tableur Excel. Le principal, on va dire, c'est de retenir qu'on a divisé tout ce qui était charge en 6 maillons. Donc, c'est en colonne. Donc, avec toute la partie alimentation, qu'on a séparé ensuite du reste de l'élevage. Donc, élevage, ça va recouvrir tout ce qui va être l'achat d'animaux, les frais vétérinaires, la paille, le gaz, etc. Ensuite, abattage, découpe transfo, puis commercialisation, et ensuite gestion, frais, charge de structure qu'on ne pouvait pas affecter aux autres mailles. Et donc, les charges ont été classées d'une part comme ça, et ensuite, on a distingué 4 types de charges. Donc, les charges issues de la comptabilité, c'est vraiment la volonté pour ne rien oublier et avoir quelque chose du plus exhaustif possible. C'est on part du grand livre pour remplir. On a simplement enlevé et mis à part tout ce qui était les charges de transport, comme on le verra tout à l'heure, par souci de simplification. Ensuite, tout ce qui est amortissement, donc amortissement, frais d'usure des bâtiments, des labos, etc. Et ensuite, la main-d'œuvre. Alors, hop, normalement, vous voyez l'outil. Donc, vous voyez l'outil et vous voyez en bas donc, les différents onglets. Pareil, alors, il y a une notice technique qui a été faite. Donc, voilà, ça, on vous la fera passer, il n'y a pas de souci. En quelques mots, la partie exploitation, c'est la description de la société. Est-ce que c'est du plein air, est-ce que c'est du bio? Voilà, comment se fait l'alimentation, comment se fait le démarrage. Donc ça, c'est plus des parties d'information. La partie charge, c'est la partie, on va dire, un peu la plus longue. C'est là qu'on va rentrer toutes les charges. Donc, on a appelé charges issues de la compta. Donc là, vous voyez sur les tableaux, donc on retrouve les différents maillons. Et à chaque fois, on a la possibilité donc, de choisir voilà, par exemple, dans alimentation, la partie achat d'aliments, ou dans la partie élevage, la partie achat d'animaux, par exemple. Et donc après, on marque la nature, donc le descriptif, ça qui est libre. Et aussi, on a la possibilité de mettre le numéro de compte. Ça, c'est principalement pour les éleveurs, en fait, d'une année sur l'autre. Comme ça, ils ont le numéro de compte. Et c'est assez simple d'aller rechercher l'information d'une année sur l'autre. Et ça, pour l'avoir testé, effectivement, c'est un système qui fonctionne assez bien. Donc là, voilà, c'est la partie un peu longue où il faut rentrer toutes les charges. Et quand je vous disais que les charges de transport, on les mettait un peu à part, c'est que plutôt que de les estimer en prenant l'amortissement du véhicule, les frais de réparation, l'entretien, l'essence, etc., ce qu'on a fait, c'est qu'on a utilisé donc, le logiciel Logicoo qui donne un forfait en euros par kilomètre. Et ensuite, on n'a plus qu'à évaluer donc, pour chacun des maillons le nombre de kilomètres réalisés. Et ensuite, ça calcule la charge automatiquement. Voilà. Ensuite, donc sur la partie amortissement, c'est de manière générale tout ce qui va être usure du matériel. Donc là aussi, on a préféré garder la possibilité d'avoir 2 méthodes de calcul, soit une méthode entre guillemets en perte de valeur. Donc j'ai acheté 10 000 € un matériel qui va me durer pendant 5 ans, donc ça fait 2 000 € de perte annuelle. Ou sinon, j'ai la possibilité de prendre tout bêtement l'amortissement comptable
que l'on a dans le grand livre. Ou l'annuité, voilà, ça n'a pas été, il n'y a pas eu de décision, vu que souvent on a des éleveurs qui veulent avoir l'une ou l'autre des solutions. Ensuite, onglet de temps de travail, donc combien de temps chaque personne va travailler sur l'atelier. Donc là, un tableau, on met ici le nom des éleveurs, le nom des salariés, et par jour, on peut affecter 1 heure, 2 heures, 7 heures de travail selon les différents maillons qu'on retrouve ici. Et ensuite, donc, ça nous fait des sommes et des répartitions sur l'année. Et là, sur la partie droite, donc on a le travail qui n'est pas du travail d'astreinte. Donc là, on peut dire, voilà, j'ai vente au marché à Paris, donc c'est le maillon commercialisation, et ça m'arrive 3 fois tous les 4 mois. Voilà. Et donc ça me représente 10 heures de travail. Et donc ça, c'est ensuite tout recalculé, et ça va nous permettre d'avoir des temps de travaux sur l'année. Et ça, on verra que c'est partie vraiment des enseignements intéressants qu'on a eu ensuite dans l'exploitation des données. Ensuite, pour compléter ça, on a un onglet main-d'œuvre. On a l'onglet main-d'œuvre. Donc ça, c'est la question de comment est-ce que je vais prendre en compte le temps de travail. Donc j'ai plusieurs choix. Donc là, je retrouve le nom des éleveurs et des salariés. Et j'ai le choix entre 3 méthodes, donc qui sont ici. Soit je dis que je veux que le temps de travail soit valorisé à hauteur, par exemple, d'un SMIC et demi horaire. Donc ça, généralement, c'est ce qu'on fait pour tout ce qui est temps de travail non salarié. Pour les salariés, généralement, il y a un salaire brut à l'année que l'on peut attribuer et qui ensuite sera redispatché sur les différents maillons. Ou encore, on peut mettre un nombre d'équivalents temps plein, donc dire, voilà, on considère que l'éleveur représente un temps plein, et donc ce temps plein, je vais le rémunérer à 1,5 ou 2 SMIC, 1,5 ou 2 SMIC annuels. Voilà. Donc ça, c'est important de renseigner tout ça, parce qu'après, tout ça va aller dans le calcul du coût de travail. Ensuite, on a donc les produits, donc tout ce qui va être les ventes. Donc ici, à partir toujours du grand livre de compta, type de produit, circuit de vente, et s'il y a dans les comptas, souvent c'est une difficulté, nombre de produits, poids et le prix. Sachant que l'idée, c'est d'arriver derrière à un chiffre d'affaires total qui sera donc ce à quoi on va comparer le coût de production à la fin. Et on a également mis un petit tableau complémentaire ici pour vérifier un peu les calculs. Donc, on a la possibilité de dire des poulets entiers à la ferme, j'en vends 100 par semaine. Des poulets découpés au marché, j'en vends 50 par semaine, etc. etc. Et après, de mettre les valorisations, et ça permet de vérifier qu'entre ce qu'on a mis dans les produits de l'atelier et un peu le théorique qu'on connaît, on soit cohérent. Voilà. Alors, on arrive ensuite à un indicateur qui est peut-être celui qui nous a posé le plus de problèmes à un onglet, c'est le choix des indicateurs. Pourquoi? Parce qu'on a vu tout à l'heure qu'un certain nombre d'éleveurs ne connaissaient pas forcément, alors généralement le nombre ils connaissent, mais le poids de leur volaille. Or, nous, ce qu'on cherche à avoir, c'est un coût de production en euros par kilo carcasse, par exemple. Et donc, si on n'a pas le nombre de kilos carcasse, on ne peut pas faire les calculs. Donc là, on a la possibilité de choisir entre plusieurs méthodes. Soit on a les données réelles, donc de nombre de volailles abattues, de poids total de volailles abattues, et on les rentre, c'est parfait. Soit on a différentes méthodes d'estimation. Donc les méthodes d'estimation, par exemple, c'est dire
je fais 12 bandes par an avec 200 volailles, donc ça me fait 12 fois 200 volailles au final. Donc, ça, généralement, on essaye d'avoir les données réelles. Mais c'est vrai que selon les calculs et les exploitations pour lesquelles on l'a fait, on n'avait pas forcément la donnée. Donc, ça met une petite imprécision effectivement sur les indicateurs. Et ensuite, donc là, on a terminé pour tout ce qui était saisie. Et là, ensuite, on a différents rendus, donc notamment des rendus graphiques ici, avec répartition des ventes en termes d'animaux. Après, entre l'entier, le vif, le découpé, entre les lieux de vente. Ça faisait partie des remontées des éleveurs donc, qui, étant intéressés par la valorisation, voulaient en savoir plus sur la partie valorisation et sur ces stratégies commerciales. Et ensuite, là, donc, on a le grand tableau de rendu, donc avec le total des charges brutes, on va dire, la répartition en pourcentage, et après, nous, ce qui va principalement nous intéresser, c'est ici, donc les charges en euros par kilo carcasse. Donc, on a aussi rajouté en charge en euros par animal, parce qu'on a quelques éleveurs qui trouvaient ça plus parlant. Donc, on l'a rajouté également. Et là, sur la partie droite, donc, on a toutes les charges de manière exhaustive pour pouvoir avoir un panorama plus complet de ce qu'il y a. Donc, voilà, il y a d'autres indicateurs, notamment ici, il y a la rémunération permise. Donc ça, on en parlera tout à l'heure. C'est à quel prix je peux valoriser l'heure de travail pour les personnes qui ne sont pas salariées. Donc, chef d'exploitation, évidemment, mais aussi conjoint collaborateur et bénévole. Et ici, on a aussi un autre indicateur qui est assez intéressant, c'est la productivité du travail. L'indicateur qu'on a retenu, c'est le nombre d'heures de travail pour 100 volailles. Donc ça, il est présent ici, et vous verrez qu'il est également présent dans les différents rendus. Donc voilà. Ce qu'on a constaté, nous qui ça m'a été testé sur le terrain cet outil, c'est qu'effectivement, il y a certaines choses qui prennent du temps, mais par contre, une fois qu'on l'a fait une fois sur une exploitation, les mises à jour sont généralement plus simples. Est-ce que vous avez des questions par rapport à cet outil ? Oui, moi j'en aurais encore une question sur parce que un des freins au calcul du coût de production était la répartition des charges en fonction des ateliers de l'exploitation. Ouais. Du coup, là, vous avez pris quoi comme clé de répartition? Alors, hop, je vais repartager l'écran. Alors, sur cette partie charge, on a la possibilité donc d'attribuer de dire je mets le coût et par exemple, j'en attribue que 80% à l'atelier. Donc, après, la difficulté, on va dire, c'est plus du calcul. Sur ce qui est aliment, bon, c'est fait au prorata de la consommation d'aliments. Et de la même façon pour la partie élevage. Ce qui va plus nous embêter, c'est par exemple dans le cadre d'un abattage ou d'un laboratoire où sur un investissement total, on a à la fois abattoir et découpe transfo, où là, c'est compliqué. Donc, généralement, on a des clés de répartition assez simples où on répartit à 50-50. Mais voilà, c'est pas évident à faire. Nous, par contre, l'intérêt qu'on y voit, c'est de dire que de garder les mêmes clés d'une année sur l'autre
Voilà, mais de toujours garder ça en tête. On n'a pas trouvé de solution miracle, on va dire, pour cette partie attribution des charges. Ok. Juste pour compléter, je peux dire aussi que s'il y avait des ateliers qui avaient d'autres ateliers de production que de la volaille, à ce compte-là, on mettait au pourcentage du chiffre d'affaires. Oui. Voilà, s'il y avait une activité maraîchage ou autre, on repartissait des charges fixes en fonction du pourcentage du chiffre d'affaires. Moi, j'aurais une remarque, la Monique Tournadre. C'est sur ce poste aliment. Vous l'abordez sur son coût global. Vous ne détaillez pas, au moins regardez le prix d'achat de l'aliment, parce que ça peut être un élément de comparaison et peut-être de progrès. Il y a la quantité, bien sûr, quand on peut la détailler, mais c'est vrai qu'il y a deux leviers sur une charge ou un produit d'ailleurs. C'est à la fois le volume et le prix unitaire. Ouais. Alors, effectivement, ça fait partie aussi des remarques qu'on avait eues par rapport aux producteurs. Donc, effectivement, là, l'idée, ce serait de pouvoir mettre là, à ce niveau-là, une charge totale et une quantité, et pouvoir avoir au final un indicateur qui soit l'indicateur coût de l'aliment en euros par tonne, voilà, pour pouvoir se comparer notamment entre ceux qui fabriquent de l'aliment et ceux qui l'achètent. Voilà. Ça fait partie des petites modifications qu'on va apporter. C'est la charge principale et c'est vrai que si cette ligne, elle pouvait être détaillée, ça peut apporter de l'information pour entre eux, quoi. Comme le dit Monique, pour aller dans son sens, ce serait intéressant d'avoir un moyen de vérification qu'il n'y a pas eu d'erreur sur ce volet alimentation. Je pense notamment au système diversifié avec FAF. Comme on l'a vu, il y a quand même pas mal de FAFeurs. Et pour vérifier si on est bien cohérent, qu'il n'y ait pas non plus des tonnes d'aliments qui apparaissent ou qui manquent. Voilà, déjà un point de vérification. Et là, je le verrais plutôt par rapport au kilo de volaille produite. Enfin, ramener ça, voilà, avoir un... Hop, ça en note. Il y avait également une question dans le chat. Si les producteurs ne connaissent pas le volet alimentation, comment faites-vous pour les prendre en compte? En général, on essaye de les estimer aussi avec eux au plus proche d'une consommation et d'un montant. Mais là, c'est aussi après avec du cas par cas selon le système d'élevage, quoi, finalement. Dans la partie exploitation, je sais pas si je l'ai vu, mais est-ce que vous parlez du taux de perte quelque part? Alors, non, c'est pas abordé. Alors, en fait, ce qui s'est passé, c'est que pendant une partie, pendant un certain nombre de versions, tout ce qui était données techniques était inclus dans l'outil. Mais en fait, on s'est rendu compte au final que vu qu'il y en avait assez peu qui avaient les données, qui le remplissaient, on l'a mis, on l'a gardé, mais dans une feuille à part, on va dire. Donc, de dire, voilà, on peut le renseigner, mais voilà. Ouais, Oui, Hélène, tu voulais dire? pour compléter, oui, c'était juste ça. C'est qu'en fait, après, ça dépend de l'éleveur et de ses enregistrements. Parfois, on arrive dans les enquêtes à avoir ce taux de mortalité uniquement par déduction entre ce qui a été mis en place et ce qui est sorti vendu à l'abattoir. Il y a la mortalité connue que l'éleveur enregistre ou non, mais il y a aussi tout ce qui est par prédation. Donc certains éleveurs savent le noter et quand on peut, on enregistre toutes les données qu'on a, mais parfois on n'a rien du tout. Donc c'est uniquement par comparaison ce qui a été mis en place et ce qui est sorti. Donc c'est pour ça que là, on ne l'a pas présenté, mais en effet, il y avait bien une partie technique annexe de ce tableau pour compléter toutes ces données aussi et qui pourrait servir après à aller plus loin dans l'analyse des élevages suivis.
En fait, sur la partie technique, l'idée, c'était de dire que à chaque fois que l'éleveur fait un abattage, il rentre les données de l'abattage et après, ça recalcule automatiquement par lot, un taux de mortalité, un poids moyen et dans l'idéal, un indice de consommation pour celui qui a rentré le taux qui a rentré voilà, le taux de qui a rentré la quantité d'aliments, pardon, la quantité d'aliments. Oui, c'est là où ça peut faire des variations selon ces taux d'entrée et taux de sortie. Ça peut faire des variations de consommation peut-être assez importantes d'un élevage à l'autre. Mm. Bon, c'est du moins... ouais. Ouais. Oui, c'est sûr que ça fait partie des suites, des suites dans lesquelles on aimerait creuser sur tous ces aspects techniques, parce qu'effectivement, on entend des choses assez différentes sur voilà, combien de kilos il faut pour nourrir une volaille, et aussi parfois des taux de mortalité qui chez certains peuvent exploser à plus de 10%, 10-20%. Donc c'est sûr que c'est sûr que c'est à prendre en compte, mais on va dire que c'était pas dans les aspects sur lesquels on s'est concentré là sur cette étude. Mais il y avait effectivement ça en toile de fond. Il y avait ça en toile de fond, et je pense que ça fera partie aussi de la suite pour creuser avec les éleveurs qui ont participé, qui sont demandeurs, et notamment sur des parties aliments, comme on va pouvoir le voir, il y a des variations qui existent. Donc je pense que dans la suite logique sera de passer par ces indicateurs techniques. Hop. Alors, si c'est bon pour cette partie-là, on va passer donc à quelques résultats chiffrés qu'on a pu obtenir. Donc, à partir des enquêtes qu'on a fait en ligne, donc on a recruté un certain nombre d'élevages. Donc voilà, où on a essayé de représenter un peu la diversité de ce qu'on avait vu, donc avec des éleveurs de taille diversifiée, en bio ou pas, en poussin ou pas, en poussin ou en démarré, qui abattent chez eux ou pas, et avec un pourcentage de poulets différent, donc selon des élevages où il y a beaucoup, par exemple, de volailles festives ou beaucoup de pintades qui sont réalisées. Et donc, avant de laisser la parole à Camille, deux petits points d'attention. Donc, vous allez voir, on a une variabilité des systèmes qui rend parfois difficile les comparaisons. Donc, il y a des moyennes qui ont été faites, mais voilà, on ne peut pas affirmer, vu l'échantillon qu'on avait d'un peu moins d'une quinzaine d'élevages, que ce sont des moyennes totalement représentatives. Et aussi, tout au long de l'étude, donc vous verrez, tout ce qui est temps de travail a été valorisé. Donc, une heure salariée est comptée au coût de l'heure salariée, et une heure non salariée est comptée à un SMIC et demi horaire. Voilà. Donc même le bénévole, même le papa ou la maman qui vient donner un coup de main, etc., tout ça a été pris en compte. Et donc c'est pour ça que vous allez voir dans les résultats parfois des résultats qui peuvent sembler entre guillemets très mauvais sur le papier, mais c'est parce qu'on a mis toutes ces heures de travail ont été comptées. Je laisse la parole à Camille. Merci François. Du coup, alors pour une première présentation, déjà vous expliquez un peu on avait 13 fermes donc, qui ont été enquêtées. Sur ces 13 fermes, on avait en moyenne 84% de poulets, 13% de pintades, donc ce qui correspond à peu près à l'enquête que vous a présentée François en début de réunion sur la prédominance de ces espèces dans les circuits courts volailles. On avait aussi un peu de dinde et de chapon et globalement assez peu de palmipèdes. Donc après, dans le graphique de droite, vous voyez la répartition des espèces pour chacune des fermes qui ont été anonymisées, donc de 1 à 13.
avec la moyenne qui est là-bas, la barre sur le côté. Vu le faible nombre d'échantillons, donc on a calculé des moyennes quand c'était possible, mais on va aussi beaucoup raisonner en termes de médiane et de quartile pour dire voilà, 50% de notre échantillon, globalement, où il se situe, ce qui permet aussi de donner des ordres de grandeur pour chacun des coûts qu'on a pu analyser. Donc voilà pour ça. Ensuite, pour la répartition des charges totales. Donc ça, c'est la première répartition donc, par maillon, où on voit sans surprise que la moitié des charges correspondent à la partie alimentation-élevage, donc toute la partie qui est avant abattage des animaux. Donc on est autour de 6 €, un peu plus de 6,30 € par kilo carcasse. Donc tous les résultats qui sont présentés essentiellement en euros par kilo carcasse. Et on a sur un total de coût de production moyen 12,84 € par kilo carcasse. Donc là, on présente l'ensemble des maillons et on a bien, par rapport à ce que vous a présenté François tout à l'heure, la totalité des charges, des catégories de charges de la comptabilité, donc les charges, toutes les charges hors transport, les charges de transport, les charges de main-d'œuvre et les charges d'amortissement. Ensuite, pour ce qui est de la répartition de ces charges totales, on les a réparties par catégorie de charges, donc soit les charges sans transport, avec transport, main-d'œuvre ou amortissement. Et on représente dans le graphique de gauche les exploitations numérotées de 1 à 13. Donc on voit une certaine variabilité qui est représentée dans le graphique de droite avec une médiane autour de 12,20 € par kilo carcasse. Et donc des charges tout compris qui vont globalement entre 9,90 € et 14 €. Donc c'est quand même une variabilité qui est assez importante. Et là pour le moment, donc on s'est bien attaché aux charges totales depuis l'alimentation jusqu'à la commercialisation, en passant également par les frais de gestion de l'entreprise. Vous n'hésitez pas à intervenir au fur et à mesure si vous avez des questions. Hein. Comme ça permettra d'être sur les bons graphiques. Donc, la répartition des charges totales de main-d'œuvre, c'est un zoom par rapport au graphique précédent. Donc, on a à nouveau les exploitations de 1 à 13. Et on a globalement, c'est la charge sur laquelle nous avons le plus de variabilité et qui pèse tout de même pas mal parce qu'on est sur 4,60 € en médiane et ça va de 2,90 € à 6,70 € en euros par kilo. Donc, de ce côté-là, on voit qu'il y a une grosse variabilité. Bon, on a, comme on a vu, des types de production qui sont très différents, de la découpe ou non, etc. Donc, on va essayer d'aller plus loin dans l'analyse pour comprendre pourquoi on a tant de différences entre nos exploitations. Un autre zoom d'une catégorie de charges qui pèse beaucoup, c'est les charges sans transport, qui, elles, pour le coup, ont une variabilité moindre que celle de la main-d'œuvre, mais qui pèsent tout de même autour de 5 à 7 € kilo carcasse, on va dire grossièrement. Et on a à nouveau de ce côté-là l'ensemble des maillons qui sont représentés de l'alimentation aux frais de gestion. Ensuite, quand on a la totalité de ces charges, on s'est dit peut-être qu'il y a beaucoup de variations parce qu'il y a des exploitations qui découpent et qui transforment alors que d'autres ne le font pas. Donc là, nous avons comparé les charges totales en excluant le maillon découpe et transformation. En essayant de voir si, en ayant exclu la découpe et la transformation, est-ce que c'était le type d'animaux produits qui pouvait engendrer la diversité des charges. Et en fait, finalement, vous voyez sur ce graphique un premier pavé, les 4 exploitations de gauche qui ont globalement peu de poulets, jusqu'aux 3 exploitations de droite qui ont 100% poulets. Et cela ne permet pas du coup de mettre en évidence le fait que différents types de production engendrent des charges différentes en euros par kilo. Donc je vous ai mis quand même qu'il y avait certaines exploitations, on avait par exemple 12% de chapons ou 5% de canards, donc qui était un petit peu atypique par rapport à la catégorie.
Mais voilà, on n'explique pas quand on voit les 100% poulets, donc ils produisent tous la même espèce, mais on peut sur 3 exploitations aller de un peu plus de 8 € du kilo à quasiment 16 € du kilo, toutes charges comprises. Par contre, on obtient sur ce graphique davantage d'explications de variabilité des charges par l'économie d'échelle. Donc, on a sur les exploitations de gauche des exploitations qui ont moins de 5200 têtes. Ensuite, au milieu, qui sont entre 5200 et 10 000 têtes produites par an. Sur la droite, nous avons inférieur à 17 000 têtes, donc entre 10 000 et 17 000 têtes, avec la dernière exploitation numéro 3 qui a plus de 17 000 têtes. Donc, on voit globalement qu'on a un effet d'économie d'échelle sur les exploitations plus grandes qui ont tendance à être plutôt autour de 8 € du kilo, alors que sur les exploitations plus petites, on est plutôt autour de 12 € du kilo. Ensuite, pour ce qui est de la comparaison, donc charge totale, donc avec la donnée de chiffre d'affaires, cela permet de comparer les charges totales. Donc là, pour simplifier, je vous ai mis les charges, tout sauf la main-d'œuvre. Et en orange, vous avez les charges de main-d'œuvre, exploitation par exploitation. Et le petit point rouge vous représente le chiffre d'affaires moyen et l'ensemble est ramené en euros par kilo carcasse. Donc, ce que l'on voit dans un premier temps, déjà, c'est que les points rouges sont globalement au-dessus de la barre jaune, c'est-à-dire que l'ensemble des charges hors main-d'œuvre peuvent être payées grâce à la vente des produits. Par contre, pour ce qui est de la main-d'œuvre, on ne peut pas, avec le niveau de vente des produits qui a été relevé, la plupart des exploitations ne peuvent pas payer leur main-d'œuvre à hauteur de 1,5 SMIC brut pour chaque heure de travail passée. Voilà, parce que c'est dans la barre orange, c'est ce qui a été, on a évalué la main-d'œuvre non salariée avec 1,5 SMIC brut. Donc voilà, donc manifestement, ce niveau de rémunération n'est pas atteint et on va voir dans les graphes suivants quels sont les niveaux de rémunération qui vont être permis en faisant le calcul de la rémunération permise à partir du total des produits auquel on enlève toutes les charges de main-d'œuvre non salariées et on divise ce qui reste par le nombre d'heures non salariées qui ont été passées sur la totalité du cycle de production. Donc, si on doit rémunérer toutes les heures non salariées qui sont même bénévoles, à combien on peut les rémunérer en euros bruts par heure? Et donc là, c'est le résultat que vous avez dans le tableau en bas de la diapo. Donc, on a globalement des rémunérations qui, pour certaines, sont, comme le numéro 5, positives et supérieures au SMIC, à 1,5 SMIC net. Et par contre, donc on est à 23,80 €. Et par contre, voilà, dans l'étendue de nos exploitations, on va jusqu'à des rémunérations négatives. Alors, rémunération négative, ça veut dire globalement que l'exploitant n'est pas en mesure à la fois de payer la main-d'œuvre des salariés, la main-d'œuvre non salariée, mais qu'il y a aussi des charges qui ne peuvent pas être, qui ne sont pas payées parce qu'on a une rémunération négative. Est-ce que c'est clair sur cette rémunération? Est-ce que vous avez des remarques? Parce que c'est vrai que c'est un graphique sur lequel on avait beaucoup discuté avec les éleveurs aussi, parce que ça a pas mal engendré de réactions, le fait de voir justement que cette main-d'œuvre n'était pas rémunérée à hauteur de ce qu'ils imaginaient. S'il n'y a pas de remarque, on va passer à la suite. Donc, oui. Une remarque là. Du coup, vous n'avez pas à un moment rentré la rémunération qui se donnait réellement? Enfin, est-ce que c'est une donnée que vous avez pu avoir? En fait, dans les tableurs, il y avait 3 possibilités de rentrer la rémunération. Donc, il y avait en effet ce qui était inscrit en comptabilité. Oui. Donc, ce n'est pas forcément d'ailleurs en trésorerie ce qu'ils prennent, mais c'est ce qui est inscrit en comptabilité, qui est globalement souvent, je crois, autour de 17 000 – 18 000 € à l'année. Et par contre, et après, il y a soit ils utilisaient 1,5 SMIC brut, soit, je ne sais plus quelle était la dernière technique, François. C'était en fait, c'était soit 1,5 SMIC brut, soit 1,5 SMIC par heure, soit 1,5 SMIC par ETP.
et donc en ETP indépendamment du nombre d'heures. Donc là, voilà, là globalement, on a mis la rémunération permise parce que c'est ce qui permet de loger un peu tout le monde à la même enseigne et d'avoir vraiment le côté qu'est-ce qui reste en termes de capacité à payer la main-d'œuvre. Alors après, la question qui peut se poser, on peut aussi faire une rémunération permise par exploitant ou par ETP plutôt que par heure de travail effective. Et là, on réussirait probablement mieux à rémunérer la main-d'œuvre. Enfin, le fond du problème est le même, la capacité de rémunération à l'année reste la même, mais finalement, le nombre d'heures de travail que passent les exploitants, plus ils passent d'heures de travail en ayant la même capacité de rémunération à l'année, plus notre coût horaire il est mal rémunéré en fait. Donc là, du coup, pour pouvoir se projeter, c'est l'ensemble des rémunérations brutes permises en euros par heure avec la ligne en pointillé qui représente le SMIC horaire brut. Pour voir que globalement, il y a quand même un certain nombre d'exploitations qui rémunèrent l'heure de travail à un SMIC et tout de même d'autres exploitations qui sont en dessous. Donc là, globalement, on voit que c'est à peu près moitié-moitié quand on voit la médiane. La moitié des exploitations, globalement, rémunèrent mieux qu'un SMIC et la moitié moins. Comparaison charge-produit. Donc là, on rentre dans l'analyse plus par catégorie d'exploitation. Donc, une première façon de distinguer nos exploitations, c'était de voir les exploitations bio ou non bio, en regardant les charges totales et les produits. Donc là, on a en bio et en non bio, on avait une dispersion des données de charge qui était plus importante dans l'échantillon bio que dans l'échantillon non bio. À savoir que voilà, on était quand même sur vu qu'on va travailler en sous-groupe, on commence à rentrer dans des sous-groupes qui ont moins d'exploitation. Donc, c'est des données qui sont prendre aussi avec un petit peu plus de recul. Et donc là, en bio, globalement, on a un coût de charge total qui est plus élevé, mais qui est surtout beaucoup plus variable dans notre échantillon. Et les conséquences que ça a sur la rémunération, vous l'avez dans la diapo, voilà, sur la rémunération permise, où on voit que finalement, la rémunération permise bio est moins variable que la rémunération permise non bio. Mais voilà, on a 5 exploitations pour le cadre de bio et 8 exploitations pour le cadre du non bio. Et dans le non bio, on a une très grande variabilité entre des exploitations qui n'ont pas de rémunération et celles qui arrivent à se rémunérer davantage. Donc, finalement, le fait d'être en bio ou de ne pas être en bio, sur notre échantillon, ce n'est pas quelque chose de particulièrement déterminant pour réussir à rémunérer la main-d'œuvre. On regarde plus précisément pour ce qui est du bio, évidemment, les charges d'alimentation, parce que c'est quand même sur un des paramètres où le coût de l'alimentation est plus élevé en bio qu'en non bio. Et donc, c'est quand même des résultats qu'on retrouve dans nos échantillons, avec, encore une fois, une variabilité assez importante de charges d'alimentation bio, alors que les charges d'alimentation non bio sont globalement moins variables et un peu plus faibles. Ensuite, quand on regarde la partie élevage hors alimentation, on a en bio des charges d'élevage qui sont pour le coup extrêmement variables et en non bio des charges d'exploitation moins variables, mais globalement au niveau de la médiane, voilà, on est entre 3 et 4 euros de kilo carcasse pour cette catégorie de charges. Une fois qu'on a fait ça, on a également regardé pour cette partie alimentation-élevage la séparation entre ceux qui font du démarré et ceux qui font du poussin. Donc, on avait également 2 exploitations qui font du mixte. Et cette répartition, on l'a regardée pour ce qui est de la répartition des total produits et total charges sur l'ensemble des maillons, pas sur l'ensemble des maillons, sur l'ensemble des catégories de charges. Et on a du coup le démarré où globalement les charges totales sont assez proches les unes des autres. Donc on est autour de 10 euros par kilo carcasse et en
pour ceux qui font du poussin, par contre, on a une plus grande variabilité. Et on a en gros entre 12-13 euros le kilo jusqu'à 18 euros le kilo à peu près pour ce qui est de la plupart des exploitations. Mais on va voir par la suite que les catégories de poussins sont en fait très marquées par ceux qui sont en fait déjà bio. Donc, cela peut expliquer aussi notamment pourquoi on a une telle répartition et un prix aussi important parce qu'on a à la fois des éleveurs qui font du poussin, donc qui alimentent l'animal pendant plus longtemps et en plus qui l'alimentent avec de l'aliment bio qui coûte plus cher. Donc, cela explique aussi l'écart aussi important entre le démarré et le poussin. Ensuite, donc là, nous avons présenté les charges d'élevage, donc hors alimentation. Là, on a pour le coup, encore une fois, des charges assez regroupées pour ce qui est du démarré. Donc, évidemment, c'est sur une durée d'élevage. Du coup, il y a une durée d'élevage qui est plus courte. Donc, il y a peut-être moins de différences possibles au niveau de conduite d'élevage. En tout cas, ils sont assez regroupés, les démarrés qui ne sont pas bio. Et pour ce qui est des poussins, donc on a une grande variabilité, mais on a aussi donc 5 éleveurs qui sont en bio toujours pour la catégorie poussins. Et les charges d'élevage sont très variables pour ce qui est cette catégorie-là, entre 2 et 5 euros par kilo carcasse. Ensuite, donc on a regroupé, parce que c'est vrai que pour le coup, pour les éleveurs, ça fait sens de regrouper les charges d'élevage et les charges d'alimentation, c'est-à-dire le coût qu'a notre animal à l'entrée avant l'abattage. Et donc là, on a l'ensemble des maillons alimentation et élevage et on inclut l'ensemble de toutes les catégories de charges. On a donc à nouveau le groupe des démarrés en non bio, les 4 exploitations de gauche, qui sont assez regroupées, comme on a vu tout à l'heure, avec un coût qui est autour des 5 euros par kilo carcasse. Les poussins bio, qui est le deuxième groupe le plus représenté dans notre échantillon, qui pour le coup est beaucoup plus variable. On est autour de 6 euros par kilo carcasse, mais on va de 4-5 euros à plus de 10 euros par kilo carcasse pour ces charges-là. Et après, bon, les autres catégories, donc le mixte non bio, on n'avait que 2 élevages, et le poussin non bio, on n'avait que 2 élevages aussi. Donc, ça peut donner des tendances de prix, mais c'est un peu difficile d'en tirer des conclusions. Au niveau des systèmes d'élevage, donc là, on a les regroupements des frais d'élevage plus aliments en euros par kilo carcasse pour les poussins bio, pour les poussins non bio et pour le démarré non bio. Donc, on a globalement une différence qui a pu être observée de 60 centimes entre le démarré et le poussin qui ne sont pas bio. Une différence de 90 centimes entre les poussins, entre le bio et le non bio pour les poussins. Sachant que le non bio, voilà, on n'a que deux éleveurs, mais bon, c'est quand même une tendance. Et des frais d'alimentation qui sont à plus de 50% entre le bio et le non bio. Ensuite, nous sommes intéressés au maillon découpe-transformation, où pour le coup, nous avons la répartition des charges totales en fonction de la catégorie de charge. Donc, on voit que ce qui est en jaune, c'est la main-d'œuvre et c'est ce qui pèse le plus dans les charges de découpe et de transformation. Donc, évidemment, il y a derrière cela des stratégies assez différentes. Donc, notamment l'éleveur numéro 5 qui ressort assez nettement sur le graphique, c'est une stratégie très particulière avec un atelier de traiteur qui, du coup, fait qu'il y a énormément de transformations, donc des coûts très élevés, mais également une rémunération, un prix de vente plus élevé. Et donc, pour les autres élevages, on va dire moins atypiques, on est autour de charges de découpe-transformation, autour de 1 à 2 euros du kilo carcasse. Pour ce qui est de la comparaison des charges d'abattage, oui, c'est vrai que j'aurais pu le mettre avant parce qu'on abat quand même avant de découper et de transformer. Mais du coup, les charges d'abattage, donc on avait différentes catégories, donc entre l'abattage à l'extérieur, en tuerie ou en CE à la ferme. Bon, CE à la ferme, vu que j'avais que 3 exploitations, je n'ai pas fait la répartition des charges du tableur de droite. Globalement, on a quelque chose qui est autour de 1 à 2 euros par kilo carcasse,
avec des variations qui peuvent être parfois plus importantes, mais qui sont voilà, plus sur des cas particuliers. Ensuite, nous avons donc sur l'abattage, François, je ne sais pas si tu voulais du coup. Et justement, c'est par rapport à ce qu'on nous disait, l'indicateur de productivité qu'on appelle productivité. Donc, c'est le nombre d'heures pour faire 100 volailles. Ici, on s'est intéressé au nombre d'heures pour abattre 100 volailles. Et donc, on voit sans trop de surprise que c'est en tuerie où on met le plus de temps à abattre des volailles par rapport à l'abattoir CE ou par rapport à un abattage à l'extérieur. Donc voilà. Et ça, forcément, ça pèse aussi dans les coûts d'abattage. Pour ce qui est ensuite du maillon charge commerciale, nous avons encore une fois, c'est un maillon qui est très impacté par le poids de la main-d'œuvre. En fonction des stratégies commerciales, il peut y avoir plus ou moins d'heures de travail attribuées et en fonction également de qui fait la commercialisation et de comment on rémunère cette main-d'œuvre. Mais globalement, on est sur une différence entre 1,50 € et 2,50 € pour ce qui est du coût en euros par kilo pour ce maillon-là. Et donc, après, une question qu'on s'est posée, en fait, c'était de se dire, finalement, on a des personnes qui investissent plus ou moins dans la découpe transfo, entre guillemets, ou qui investissent plus ou moins dans la commercialisation. Et est-ce qu'on peut dire que la personne qui investit plus dans la découpe transfo valorise plus? Donc, c'est le graphique de gauche. Donc, axe vertical, c'est le chiffre d'affaires. Axe horizontal, c'est les frais de découpe. Et on va dire, donc à part le K5 qui est vraiment particulier, on peut dire qu'on peut pas vraiment dire que la personne qui investit plus dans la découpe et la transformation valorise plus son produit. Et de la même façon avec les frais de commercialisation, donc ce qu'on pourrait imaginer finalement de se dire, voilà, une personne va passer plus de temps à commercialiser parce qu'elle va faire par exemple plus de marché ou ce sera mieux valorisé. Finalement, là non plus, ce n'est pas parce qu'on investit beaucoup dans la commercialisation qu'on a un prix de vente qui est vraiment augmenté. Hop, un petit problème de... Et donc ça, c'est enfin des variations qu'on a pu voir sur le nombre d'heures de travail. On est toujours en nombre d'heures pour produire 100 volailles. Et donc, c'est là qu'on voit finalement qu'on peut avoir des disparités vraiment énormes, avec certains qui seront entre 20 et 40 heures pour produire 100 volailles et d'autres qui seront plus entre 80 et 100 heures. Sachant qu'effectivement, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a quand même un gros biais pour tous ceux qui font de la transformation, qui peut rapidement prendre beaucoup de temps. Donc, on a fait les mêmes graphiques en enlevant la partie transformation. Et même en enlevant cette partie transformation, finalement, on voit qu'on a des différences assez énormes, que ce soit sur certains qui ont des problèmes d'efficacité en termes de travail au niveau de l'élevage. Donc, ça peut être des personnes qui vont passer beaucoup de temps à faire de la surveillance, à nettoyer, à repailler, etc. Et d'autres, au contraire, qui vont y passer très peu de temps. Et après, c'est aussi au niveau de la commercialisation où on voit qu'on a des différences qui sont vraiment très marquées sur un nombre d'heures passées pour commercialiser sans vol. Et donc finalement, de tous ces graphiques, la question de savoir qu'est-ce qu'on peut en retirer. Alors bon, une très grande variabilité, ça c'est à la limite pas trop une surprise. Tous les graphiques l'ont prouvé. On a aussi une variabilité assez grande sur le prix de valorisation, donc entre 7 et 11 €, qui n'est pas forcément lié d'ailleurs au fait que ce soit du bio, ou pas, ou que ce soit transformé ou pas. Être bio, on a vu qu'il y avait une différence, mais qui pèse aux alentours de 1 à 2 € du kilo. Et après, on a certains postes
on pourrait dire plutôt homogène. Donc voilà, ça donne des grands repères entre 1,5 et 2 euros du kilo pour l'abattage, 1,5 pour les charges commerciales, 1 à 2 euros pour la découpe. Tout ce qui est élevage plus alimentation, c'est 5 à 7 euros. Sauf que à chaque fois, on a cette variation de 1 à 2 euros. Et après, toutes les combinaisons possibles. Donc, ce qui fait que celui qui est en bas, celui qui à chaque fois est en bas des fourchettes se situe bien, et celui qui est en haut des fourchettes, à chaque fois, finit au total par avoir un coût de production qui explose. Et ensuite, les deux derniers graphiques, avoir des frais de découpe et de découpe transfo ou de commercialisation élevés ne garantit pas forcément d'avoir une bonne valorisation. Et ça fait partie d'ailleurs des réflexions qu'il y a eu au sein des éleveurs, donc enquêter des éleveurs qu'on a eu en visio jeudi pour faire la restitution. C'est finalement toute la question de savoir comment est-ce qu'on fixe le prix du poulet. Est-ce qu'il vaut mieux avoir un poulet entier qui soit pas trop cher et mettre après de la découpe très chère, ou l'inverse, etc., etc. Et ça nous a amené à une petite réflexion, par exemple sur le prix de la découpe. Donc si je prends une carcasse, alors selon certaines études, ça peut varier, mais on va dire que là, c'est vraiment pour prendre l'exemple. Le filet, ce sera du 20% du poids, 35% du poids de la carcasse en cuisse et 12% en aile. Et après, si je prends des prix constatés, donc ça, c'est des prix qui avaient été relevés dans une précédente étude, donc une étude du RCC Circuit Court qui date du début des années 2010, si je ne dis pas de bêtises. Donc, si je compare un poulet entier à 7,66 € du kilo et qu'en face, je reconstitue le prix à partir de la découpe, j'obtiens 8,73 €. Sauf que, entre-temps, j'ai eu des frais de découpe. Donc, ça fait que si j'ai eu 1 € de frais de découpe par kilo, ça fait que mon prix final de valorisation est de 7,73 €. Donc, ça veut dire qu'en découpant, je valorise mon poulet à 7,73 € alors qu'en entier, je suis à 7,66 €. Mais si mes frais de découpe sont de 2 €, et là, je suis à 6,73 € et là, je suis en dessous du prix du poulet. Et c'est finalement quelque chose qu'on a pu voir un certain nombre de fois, c'est-à-dire que proportionnellement au poulet entier, le prix de la découpe n'est pas suffisant pour couvrir les frais de découpe. Voilà. Donc ça fait partie, on va dire, des questions que pose cette étude de manière globale. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions par rapport à tous les chiffres. Donc, il y a eu beaucoup de chiffres proposés. Mais voilà, je ne sais pas si vous avez des questions, des remarques, des retours à faire. Non, tout est clair. Je pense qu'effectivement, pour bien s'imprégner du groupe, là, des résultats du groupe, il faudrait qu'on puisse l'expérimenter ou le mettre en comparaison avec des chiffres que l'on a sur des exploitations qu'on rencontre. C'est tout l'intérêt du groupe, c'est de donner ces variabilités et de voir après un exploitant comment il va se situer dans ces niveaux de charge, de valorisation et de marge qui peut rester, quoi. Et est-ce qu'entre les meilleurs et les moins bons, vous avez fait un petit focus pour comprendre un petit peu pourquoi il y en a qui sont très bons, pourquoi il y en a qui sont vraiment pas bons? Est-ce qu'il y a des explications ou pas? Alors, il y en a. Hop, je vais revenir sur les chiffres. Il y en a un. Alors, j'arrive à y aller avec mon curseur. Alors, en attendant, juste pour compléter, c'est sûr on observe beaucoup de variabilité selon les systèmes d'élevage et sur les charges après pour expliquer, pour savoir exactement à quoi c'est dû ou à quoi affecter ces variations. Ça demande peut-être encore du travail et affiner dans l'analyse.
Par contre, il y a quand même quelques résultats qui interpellaient aussi certains éleveurs. Donc, je pense que c'est un bon début et un bon outil pour justement après faire des comparaisons avec avec la technique et de pointer vraiment les différences qu'on peut avoir, quoi. Et après, voilà, par rapport aux résultats, si je prends ce graphique-là, alors en fait, on a surtout le 5 là, qui sort pas mal du lot. Là, on est sur quelqu'un qui fait énormément de découpes et de transfo. Voilà, et c'est ça qui fait qu'il a à la fois des charges très élevées, mais aussi une valorisation très élevée. Mais par contre, ce qu'on a pu constater, c'est que si ce numéro 5, on le suit un peu partout, même si ça réussit bien, hop, même s'il réussit bien, eh ben, en fait, on voit qu'au niveau des charges que élevage plus alimentation, eh ben, il n'est pas si bon que ça. Voilà. Mais effectivement, il y a une activité, enfin, voilà, quasiment traiteur qui fait qu'il a une très bonne valorisation. Euh, et après, pour aller plus dans le détail, parce que bah, effectivement, ça a été une demande de la part des éleveurs, ça, on va sûrement, enfin, l'une des demandes des éleveurs, en fait, c'était de dire, bah, on se met tous autour de la table, on dit chacun dit qui il est, et on va creuser, de dire effectivement pourquoi on a ces différences-là. Donc voilà, ça n'a pas pu être mené dans le cadre dans ce cadre-là. Mais par contre, ça a montré qu'effectivement, il y avait une vraie motivation de la part des éleveurs enquêtés de dire bah, très bien, maintenant on a les chiffres, c'est très intéressant, mais maintenant faut qu'on puisse aller plus loin. Pour avoir suivi un petit groupe en élevage caprin qui se dit tout et qui a donc analysé à plusieurs reprises ses charges et ses produits, c'est vrai que le fait qu'ils se parlent, ils vont pouvoir comparer leurs pratiques. Et en fait, certains sont bons sur certains points et peut-être moins sur d'autres. Et voilà, la stratégie globale, elle est chacun a des points forts et des points faibles, mais en échangeant sur ses points forts et ses points faibles, tout le groupe peut remonter sur son niveau global d'exploitation. Je dirais une autre chose aussi, c'est le prix. En volaille, la valorisation est très variable quand on intègre les offres en GMS. Et c'est quelque chose qui a plutôt tendance à tirer le prix peut-être vers le bas. Et ils ont du mal à effectivement mettre des prix élevés à hauteur vraiment de leur charge. Donc ça doit être un frein non négligeable, je pense, quand on voit que si la viande de volaille revient autour de 10-12 euros du kilo de carcasse, il y en a peu qui valorisent à ce niveau-là. Donc forcément, voilà, il y a un manque. Mais ça, c'est peut-être lié au marché et peut-être un manque de différenciation des producteurs fermiers par rapport à la volaille qui se trouve en supermarché, quoi. Mmh. Ceci dit, moi, j'ai acheté un poulet il n'y a pas très longtemps, label rouge, à 4 euros du kilo. Ouais. Il était bon. Donc, c'est un marché quand même difficile, quoi, avec une très grande variabilité. Mmh. Et c'est sûr qu'une des remarques des éleveurs, c'était aussi ça, de se dire, on n'a pas des produits standardisés comme les labels rouges ou d'autres produits qu'on peut trouver dans les grandes surfaces, puisque c'est vraiment des productions fermières avec des âges beaucoup plus longs, comme on l'a vu en début de diapo. Donc, ils se distinguent aussi par leur mode d'élevage et par leur durée d'élevage. Donc, par rapport à ça, il faut vraiment qu'ils puissent aussi se distinguer dans leur prix de vente parce qu'ils n'ont pas forcément le même produit que ce qu'on peut trouver en GMS. Donc certains l'ont très bien intégré dans leurs élevages où ils font attention et ils vont se calculer un prix pour le filet, pour la cuisse, pour l'aile et pour vraiment valoriser tout leur temps, enfin toute leur charge, alors que d'autres ne le sont pas du tout imprégnés pour valoriser réellement, enfin à ce que ça leur coûte, quoi, finalement. Mmh.
Mais ce que j'avais vu, moi, par ailleurs, sur d'autres études, notamment en caprin, en lait, en fromager, c'est le prix de vente varie aussi en fonction du lieu de vente et en fonction du public que tu as. Est-ce qu'il a le pouvoir d'achat, entre guillemets, de mettre un prix élevé ou pas? Et je vois pour le picodon en Drôme, entre le Nord-Drôme, le Diois et le Sud-Drôme, un picodon, hein, le même fromage fermier, n'était pas du tout au même prix. Et il y avait au moins 50% de différence, ce qui est énorme, quoi. Pour la vente sur les marchés, je parle toujours vente sur les marchés. Donc, je pense aussi qu'il y a peut-être un travail à faire sur où je vends, comment je vends, à quel prix je peux vendre et qu'est-ce que je dois vendre. Est-ce que je dois investir dans la transfo ou pas? Oui, ça reste aussi à creuser, oui. Ouais. Mais voilà, effectivement, dans les choses qu'on avait pu un peu leur proposer de suite, il y avait cette idée d'aller plus loin dans comment vous commercialisez et un peu les graphiques qu'on a montrés tout à l'heure, quelle part part dans tel circuit de commercialisation et dans telle forme entre de la découpe et de l'entier. Donc voilà, ça c'est à creuser. Et pour répondre à la question qu'il y avait sur le chat, effectivement, on n'a pas pu forcément creuser cette partie-là de savoir selon les modes de commercialisation si on a des grosses différences en termes de valorisation. Voilà. Ce que l'outil va permettre aussi de faire, ça va être le suivi plus affiné et plus détaillé avec un groupe qui pourrait être plus important si aussi des collègues dans d'autres départements font des enquêtes ou saisissent des données, puisqu'après, ça permettra aussi de faire avancer le collectif pour les références, quoi, oui. Oui, c'est Sophie de l'Ardèche. Là, déjà, bravo pour le boulot parce que c'est super. Justement, la suite par rapport à d'autres départements qui pourraient être intéressés, comment vous voyez les choses pour la suite, quoi? Eh ben, c'est une bonne question. C'est une bonne question parce qu'effectivement, ce travail a été permis par le fait que on avait ce financement pépite. Voilà, il faut voir ensuite dans la suite des opérations, de voir soit si ça peut se valoriser en formation, parce que l'un des objectifs de l'outil, c'était d'avoir effectivement quelque chose qui puisse être pris en main par les éleveurs, donc qui pourrait aller en format formation. Et après, une autre piste qui serait à explorer, c'est dans le cadre des plans de filière. Dans le cadre des plans de filière volaille, où on a du temps pour faire des références en circuit long. Donc voilà, qu'on fait avec Camille, Hélène et Aude. C'est de voir est-ce qu'on aurait moyen éventuellement de demander à ce que cette enveloppe soit un peu élargie et qu'on puisse aussi avoir un peu de référence en circuit court. Mais voilà, pour l'instant, rien de défini. Et après, il y a aussi une autre question qui se pose, ce sera l'articulation aussi avec d'autres projets en région, voilà, comme ceux qui ont été menés dans les Pays de Loire, si je ne dis pas de bêtises. Sandra me corrigera si c'est le cas. Oui, nous, en Pays de la Loire, on est également en train de travailler sur un outil, mais par contre, nous, on s'arrêterait à la sortie d'élevage, en fait. On n'est pas du tout allé sur la partie abattage, transformation, commercialisation. Donc là, on a une stagiaire qui travaille, nous, en ce moment, pour développer, du coup, une application mobile, parce qu'on s'est rendu compte, en fait, à la base, on était parti sur un outil Excel et de la collecte de données papier qu'on aurait remis, nous, ensuite au propre sur Excel. Sauf que les éleveurs n'ont pas du tout adhéré. Et bon, au début, ils ont fait un peu l'effort de le faire et on a perdu beaucoup en cours de route. Et donc, c'était aussi la demande des éleveurs de pouvoir avoir un outil plus facile qu'ils puissent avoir dans leur téléphone tout le temps sur eux pour pouvoir rentrer les données. Le souci, c'est que du coup, on risque d'avoir aussi des données qui ne seront peut-être pas très fiables. Donc, il y aura du tri sûrement à faire aussi. L'outil, normalement, devrait terminer à la fin du mois, à la fin de l'été, pardon. Donc après, à voir comment on pourra aussi l'intégrer pour d'autres régions, c'est encore à voir. Et est-ce que derrière, il y a l'idée de stocker, est-ce que les données enregistrées par les
les éleveurs seront stockés quelque part ou ça sera juste du temporaire? Oui, le but, ça serait justement qu'on puisse récupérer, enfin, l'application sera gratuite pour les éleveurs en échange en fait de la collecte de leurs données pour pouvoir à terme, si c'est possible, voilà, faire des moyennes et permettre de comparer les résultats pour les éleveurs. De cette façon, Est-ce je pense. Ouais, vas-y. est-ce qu'il est prévu de travailler avec les producteurs sur leur coût de production? Parce que moi, quand je vois un coût de production à 12,84 €, après, on peut faire ce qu'on veut sur la commercialisation, mais on va arriver, je pense qu'on va arriver à un prix plafond, quoi, un prix de vente plafond, quoi. Parce que bon, moi, je vois sur Grenoble, il y a quelques producteurs qui arrivent à vendre à 14 € le kilo, et j'en ai même entendu à 17 € le kilo. Mais je pense que c'est vraiment une niche, quoi. La majorité des gens, ils ne vont pas pouvoir mettre ce prix-là dans un poulet, quoi. Même si on est sur du poulet fermier, ça n'a rien à voir avec du label rouge, on est d'accord, mais à un moment donné, ça reste un poulet, quoi. Donc voilà, quoi. Et les filets, les choses comme ça, aujourd'hui, moi, quand je compare au prix du bœuf, on est quasiment sur le prix du bœuf, alors qu'en fait, on a sur une volaille où il faut plus que, on a un maximum 130 jours pour les lever, quoi. Donc voilà. Ouais. Moi, là-dessus, moi, ça me fait réfléchir, ça. Non, mais c'est sûr, et c'est vrai que quand on présente les premiers graphiques où on voit que finalement des éleveurs qui vendent au-dessus de leur coût de production, bah, il n'y en a pas. Enfin, il y en a un ou deux, effectivement, ça fait réfléchir. Mais je pense que l'objectif, effectivement, derrière, c'est pas juste d'avoir de la référence, mais c'est de pouvoir faire en sorte qu'ils puissent travailler à leur niveau. Donc après, voilà, là, ça va être un peu comment est-ce qu'on valorise ce travail et comment est-ce que, en région, en département, on arrive à les mettre autour de la table pour échanger dessus et pour faire en sorte que ça puisse s'améliorer. C'est aussi, suite à la réunion de restitution avec les éleveurs qui ont participé à l'enquête, une de leurs demandes de vraiment travailler sur leur coût de production, de se revoir, d'échanger les données entre eux. Et je pense que maintenant, c'est aussi un peu notre rôle et on va voir comment on le met en place, mais de réunir les éleveurs qui le souhaitent et de pouvoir travailler plus spécifiquement avec ces outils-là sur leur coût de production et d'améliorer leurs résultats aussi dans l'avenir, quoi. Donc, ça veut dire que voilà, concrètement pour cette année, on va assez vraisemblablement faire proposer ça aux éleveurs qui ont participé. Après, faudra voir en fonction du format qu'on peut retenir comment on peut faire en sorte que ce soit un système qui puisse être pérenne dans le temps. Parce que juste là, dans l'outil actuel Excel, il n'y a pas de... Enfin, de toute façon, il y a très peu d'élevage, mais il n'y a pas de situation de l'exploitation par rapport à une moyenne ou par rapport à d'autres exploitations, quoi. Donc, ils sont forcément amenés à se rapprocher de vous derrière pour avoir une interprétation un peu des résultats et savoir comment ils se positionnent. C'est ça. Après, il y a un autre système. Enfin, il y a la comparaison, mais effectivement, déjà rien que se comparer soi-même d'une année sur l'autre, ça peut permettre de dégager des pistes pour l'avoir fait avec un ou deux éleveurs. Mais effectivement, de toute façon, il n'y a pas de retour automatique qui est fait de la donnée. Donc, voilà, s'ils veulent avoir des comparaisons, forcément, il faudra aller voir les petits copains. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres remarques? Du coup, vous allez nous communiquer le diaporama, j'imagine. Ouais, alors on a encore quelques retouches à faire, mais ouais, ça fait partie effectivement des rendus de l'étude. D'accord. Donc, il n'y a pas de souci, ça sera diffusé. Et l'outil de saisie, vous le partagez? Et l'outil également, ça fait partie, pareil, on est sur financement régional, donc ça fait partie des rendus de l'outil. Donc, faut encore voir où est-ce qu'on
on va l'envoyer, mais après, il faudrait qu'on puisse le stocker à un endroit qui soit accessible à tout le monde. Donc, voilà. Ouais, et puis arriver à regrouper les données pour en faire quelque chose, quoi. Ouais. Après, regrouper les données, l'idée, c'est de voir aussi comment on met à jour. Parce qu'effectivement, ce serait le système de dire si vous voulez avoir les données, il faut que vous puissiez communiquer les vôtres. Mais ça veut dire que derrière, il y a quelqu'un pour gérer cette base de données. Donc, voilà. Ben, si c'est tout bon. Hop. Bon. Ben, merci pour ce travail. Très intéressant. Pas de souci. Et puis, si jamais vous avez des remarques ou des questions, que ce soit sur l'outil ou même sur l'étude, voilà, vous n'hésitez pas. Et puis, bonne fin de journée à tous. Merci beaucoup. Merci. Merci, à bientôt. Au revoir. Merci. Au revoir tout le monde. Juste Marie-Pierre, Hélène et